Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S211 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 13 mai 2021. Cet épisode est présenté par Coquin et le nouveau porte-filtre NX Series et Oya, les filtres photo haute performance. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la photographe Raphaël Monvoisin et le journaliste Patrick Lévesque pour parler filtres photo et photos de paysage. Alors vous êtes tous les deux des experts du sujet. Patrick d'abord, puisque tu as déjà réalisé de nombreux dossiers pour le magazine Le Monde de la photo entre autres, et Raphaël évidemment, puisque tu utilises régulièrement des filtres dans la réalisation de tes photographies de paysage. Alors ma première question t'est destinée, Raphaël. Est-ce que l'utilisation des filtres à la prise de vue a encore un intérêt à l'heure du 100% numérique et des possibilités infinies de retouches en post-production? Non, pas du tout, donc on arrête l'émission. Bon, allez, moi, je vais C'était faire Faut un pas pousser café, les je vais ISO. chercher Oui, absolument, ça a un grand intérêt. Alors moi, je travaille beaucoup au live view quand je fais de la photo de paysage. Et le fait de voir directement à l'image le rendu que je vais obtenir en utilisant tel ou tel filtre, déjà ça me projette dans le rendu final que j'aurai avec cette photo. Ça me permet de me projeter dans la retouche que je vais faire derrière. Déjà de ce point de vue-là, je trouve ça c'est très immersif dans le travail que je peux faire. Et c'est aussi un gain de temps par rapport à la phase de retouche qui peut être parfois déjà assez longue. S'il faut commencer à essayer de bidouiller pour rattraper un ciel qui a été mal exposé ou essayer de rattraper des ombres sur un paysage trop contrasté, au final peut-être qu'on va perdre un petit peu l'essence de ce qu'on souhaitait faire à l'origine. Pour moi, on perd un petit peu la magie de l'instant où on avait la scène devant les yeux qui était prête à être photographiée telle qu'on l'aurait voulu finalement. C'est ça, hein, parce que y a quand même des cas de figure physiques où en fait on ne peut pas prendre la photo si on n'a pas de filtre, hein. Patrick, est-ce que tu peux nous lister un peu des situations qui nécessitent impérativement l'utilisation de filtres? Alors, moi, je dirais que des cas où on a absolument besoin de fil, je dirais pas qu'il y en a des milliards, mais bon, déjà des cas de très, très forte luminosité, surtout aujourd'hui avec les capteurs, les capteurs numériques. La photo de paysage, par exemple, on a des cas où effectivement, sans filtre, rééquilibrer, on va dire, la partie, je vais dire la partie basse de l'image qui est en général souvent consacrée au sol, on va dire, et la partie ciel, on a parfois vraiment du mal à bien doser les 2. Moi, je rejoins parfaitement le point de vue de Raphaël en disant que, heu, moi déjà tout ce qui est acquis à la prise de vue, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout ce qu'on peut faire en post-prod et en filtre numérique, mais tout ce qui est acquis à la prise de vue, que ça soit le fait de penser, concevoir son image, vivre son image pendant qu'on l'a fait, l'instant, c'est fondamental. Mais, on peut réintervenir après avec un peu de filtre ou des choses comme ça. Mais il y a plein de cas où le cas de la pose lente, par exemple, ce sont des choses qui sont impossibles à faire en post-prod. Ne serait-ce que pour quand on a des premiers plans marins ou des premiers plans de faute ou une cascade, le rendu de la pose très lente, on peut pas en numérique. Ça, Est-ce que ça c'est veut des dire qu'une fois qu'on a goûté à ces effets-là, à ces filtres-là, on peut plus faire de photos si on les a pas sur soi? Les filtres, c'est pas indispensable, on peut vivre sans filtre. Moi, personnellement, j'utilise pas 3 milliards de filtres, le filtre est pas une arme absolue. Heu, Moi, je sais qu'il y a des filtres qu'on a besoin d'avoir un peu en permanence sur soi. Je pense au polarisant parce que pour beaucoup de choses, hein, il va venir rehausser un petit peu les couleurs, saturer des couleurs. Il peut éliminer des reflets, ce qu'on ne peut pas faire en post-prod, par exemple. Ça, c'est un effet qu'on ne pourra jamais faire. Heu mais on peut vivre sans filtre. C'est pas les gens qui font du reportage ou qui font de la photo de rue ou des choses comme ça, je pense pas qu'ils aient des filtres en permanence. On peut vivre sans filtre. On peut faire cohabiter le numérique et l'argentique. Après, bon, évidemment, comme Raphaël, on travaille la photo de paysage, ce sont des outils qu'on utilise à des fins créatives mais qui se doivent d'être discrètes. Moi qui connais un petit peu le travail de Raphaël, je défie quiconque sur beaucoup d'images qu'elle produit, qu'elle fait, de dire: «Bah, il y a tel filtre, il y a du filtre ou il y a pas de filtre». C'est ça qui est très, très important aussi dans le filtre. Il doit savoir se faire oublier, je dirais, le c on fait pas du filtre pour le filtre.
Ok, donc si j'essaye un peu de synthétiser, dans le cas où on a trop de lumière, mécaniquement, là, on est obligé de couper de la lumière hein, devant son objectif. Alors, ça peut être, par exemple, pour pouvoir réaliser un effet de profondeur de champ très marqué quand on a trop de lumière et que même si on se met à 100 ISO, bah, de 8, on est sur X, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure que tu as un peu expliqué, c'est un sujet qui est très contrasté. Notamment en paysage, souvent, où on a, comme tu l'as dit, la partie terre et la partie ciel. Pour pouvoir avoir des détails dans les deux zones, on est obligé un peu de baisser le ciel pour rééquilibrer par rapport à la terre. Le polarisant pour couper les éventuels reflets. Il y a aussi un filtre qui est souvent utilisé, alors c'est une technique très, très particulière, c'est la photographie infrarouge. Et finalement, avec un bout de verre que l'on vient mettre devant un objectif, on arrive à photographier des choses que on ne voit même pas à l'œil nu. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose, je veux dire, qui est très ancien. Déjà, la photo infrarouge, à l'époque de l'argentique, il y avait des films dédiés à ça. On avait des filtres, c'était des filtres rouges qui étaient ultra foncés, qui venaient couper dans la fréquence de l'infrarouge, qui venaient mettre en avant, en fait, je veux dire, tout ce que l'œil ne voit pas. Alors ça, c'est quelque chose, je dirais, je vais pas dire c'est une affaire de spécialiste, mais il n'y a pas 3 milliards de personnes qui font de la photo infrarouge. Il y a des gens qui font du paysage. Ça fait des paysages un peu irréels. Je ne sais pas si Raphaël l'utilise, hein, mais ça fait des paysages quand même assez beaux, que ce soit en argentique ou en noir et blanc. Hein. Mais ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très, très, très spécifique et très, très marqué. Raphaël, tu fais énormément de photos de paysages en Islande, évidemment. Est-ce que tu as toujours des filtres sur toi? Et qu'est-ce que tu as sur toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac en matière de filtres? On parle quand même d'un accessoire contraignant. Enfin, voilà, faut penser à les prendre avec soi. Il peut y avoir un porte-fil, plusieurs verres. Il faut peut-être les essuyer quand il pleut, etc. C'est une logistique. Comment tu fais, toi? Donc quand je sais que je vais partir sur un petit road trip ou explorer une nouvelle région où il y a du potentiel photographique, je vais systématiquement prendre mes filtres avec moi parce que je me mordrais les doigts de ne pas les avoir le moment venu si l'occasion se présentait. Donc dans mon sac, j'ai toujours un filtre ND, plusieurs filtres GND, gradient variable, et un polarisant toujours. Et après, je jongle un petit peu entre les deux, entre les trois options selon le contexte. C'est vrai que ça peut être un peu pénalisant d'avoir à installer le système à chaque prise de vue, surtout sur un système de road trip où on se déplace d'un point à un autre, parce qu'il faut installer, réinstaller, désinstaller sans arrêt, on va dire. Sur de la randonnée, ça peut être un petit peu... Surtout qu'il faut un trépied à chaque fois, non? Ou pas ça forcément? dépend de l'usage. Si c'est pour faire de la pose longue, oui, évidemment. Si c'est juste sur rattraper un ciel avec un GND, pas nécessairement. Donc ça dépend. Mais bon, ça demande quand même de se poser le sac, d'installer le système. Donc on va dire que sur un contexte peut-être de randonnée avec des amis qui ne sont pas du tout photographes, on est un petit peu à la traîne derrière. Attendez, j'ai une photo à faire. Voilà, donc c'est à prendre en compte aussi peut-être sur la préparation de la sortie photo en question. Mais, voilà, moi je les ai toujours sur moi au cas où, on ne sait jamais. Alors moi, j'ai une question à laquelle vous allez peut-être pouvoir essayer d'apporter une réponse. Je sais que c'est un des twists de vente dans les boutiques qui vendent des objectifs photo. Le filtre UV circulaire qu'on met devant un objectif, il sert à quoi celui-là? Bah moi, je l'ai acheté comme tout le monde pour protéger mon tout premier objectif quand j'ai acheté mon tout premier appareil photo. Et ça s'arrête là. Et t'as pris du cheap ou du haut de gamme? Moyen de gamme, histoire de... Ça a une influence, Patrick, cheap, haut de gamme, sur le UV? Ça peut flinguer le piqué d'une optique? Alors oui, il y a encore un rôle parce qu'il est déjà, comme disait Raphaël, de protéger la lentille. Quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on est quand même content d'avoir quelque chose qui protège sa lentille. Et en même temps, quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, j'imagine pas mettre un cul de bouteille devant ma lentille parce que tout le travail qui a été fait par les opticiens pour nous faire une optique de qualité est très cher. On peut en perdre un petit peu le bénéfice avec un filtre de moyenne ou de très mauvaise qualité. Je pense à tous les filtres en provenance de Chine dont on ne connaît même pas la marque, etc., qui sont vraiment juste un bout de verre, quoi, en fait. Hein. Donc je pense que le filtre UV a encore cette utilité de protection,
Maintenant, il y a des fabricants qui ont aussi des filtres uniquement de protection, hein, qui sont même pas des filtres UV. Kenko, il y a beaucoup de marques qui ont des filtres qui ne sont que des bouts de verre destinés à protéger la lentille. Donc en soi, couper les UV n'a absolument aucun intérêt ou aucune particularité. Il y a une utilité, mais je ne pense pas que franchement les UV soient quelque chose de rédhibitoire sur une image. Et je défie quiconque entre une image faite avec un filtre UV et une image faite sans de dire laquelle est sans et avec, personnellement, hein. Alors, si on essayait un peu de structurer et d'organiser les choses, quelles sont les grandes familles de filtres? En fait, on va dire qu'il y a les filtres techniques, et il y a des filtres créatifs. On va diviser déjà en 2 grandes familles, hein, les filtres techniques dans lesquels alors je dirais que même que les filtres techniques, c'est ce qui a redonné un petit peu grâce aux filtres aujourd'hui, qui étaient un petit peu tombés en désuétude. On a vu arriver la montée en puissance des filtres neutres et des filtres dégradés neutres justement, qui a redonné du coup un regain d'intérêt à l'utilisation du filtre, on va dire On aujourd'hui. rappelle rapidement, dégradé neutre, on en a parlé depuis le début, c'est les fameux qui permettent d'équilibrer un paysage. Exactement. C'est Alors bien ça. donc, hein, on va dire qu'il y a différentes familles de dégradés neutres, hein. Je disais que au départ, il y avait juste une famille de dégradés neutres, hein, qui sont en plusieurs densités. Heu, Ensuite, on a vu apparaître des filtres, ce qu'ils appellent des filtres soft, des filtres plus durs. Alors c'est au niveau des transitions. Ensuite, on a vu arriver des filtres, ce qu'on appelle des dégradés centraux, où il y a juste une bande de dégradés sur la partie centrale du filtre qui permet de doser, là, par rapport à un ciel et un sol bien équilibré, mais qu'une bande lumineuse au milieu. Enfin, il y a beaucoup de filtres de ce type. Il y a les filtres neutres sur la globalité, donc hein, qu'on utilise et qui sont très utilisés en vidéo. Ça, on va dire que c'est la grande famille des filtres techniques auxquels j'aurais tendance à rajouter le Polar, qui est un filtre créatif, mais qui est aussi un filtre technique. Après, il y a d'autres filtres, mais je dirais que, comme disait Arthur, aujourd'hui, le numérique les a non pas rendus obsolètes, mais leur a donné un petit coup de vieux. C'était tous les filtres de correction et de compensation qui permettaient de corriger une dominante chaude ou une dominante froide. Et bon, ça, aujourd'hui, j'avoue que le numérique permet de maîtriser ça en C'est post-prod. souvent intégré dans les boîtiers, hein. C'est Dans plein de intégré boîtiers, dans on les les trouve dans boîtiers. les modes noir et blanc des boîtiers, Ouais, les ouais, simulations de filtres rouge, vert, tout jaune, à fait, tout à fait. on les a, Mais hein. Raphaël disait une chose qui est quand même très importante et ça, je pense qu'il faut le rappeler en permanence. Voilà, l'usage du filtre, hein, c'est discret, c'est créatif, c'est technique, mais voilà, c'est pas l'arme absolue en tout, hein. Il y a des conditions de prise de vue. On n'a pas forcément besoin de filtre. Il faut bien poser son image. On sait que quand on travaille en RAW aujourd'hui, quel que soit le boîtier, ça donne quand même une sacrée latitude de travail en post-prod. Alors, ça résout pas tous les problèmes, hein. Les latitudes d'exposition des boîtiers existent toujours. Mais voilà, il faut soigner sa prise de vue et je pense quand même que pouvoir filtrer à la prise de vue, c'est important. Raphaël, toi, tu me racontais que tu utilisais des filtres un peu teintés quand même, pas mal sur certaines de tes prises de vue. Alors, j'ai utilisé effectivement le filtre Clear Sky dans le cadre de prise de vue de nuit, surtout sur des aurores boréales du coup. Enfin, disons que je me suis amusée surtout sur ce sujet-là. C'est intéressant dans le sens où ça va vraiment stopper toutes les lumières orangées des villes lointaines à l'horizon. Donc en termes de pollution lumineuse, bah, du coup ça la fait disparaître complètement et on obtient de ce fait tout de suite un ciel très beaucoup plus pur, beaucoup plus bleu, beaucoup plus profond. Et c'est intéressant aussi pour révéler la Voie lactée. Donc voilà, ça c'est un filtre que j'aime bien utiliser effectivement sur les périodes d'hiver dans mes chasses aux aurores boréales. Mais c'est le seul vraiment de filtre coloré que je vais utiliser dans ma petite panoplie. Et le polarisant, tu l'utilises beaucoup et pourquoi? Parce qu'on a parlé d'un filtre à la fois technique et créatif. Il permet peut-être d'éliminer des reflets parfois, il permet de saturer des couleurs. Toi, tu l'utilises pourquoi? Si tu Bah, l'utilises. un peu pour les deux usages, voilà, pour rehausser un peu les couleurs du ciel, pour jouer un petit peu avec les textures sur une rivière, sur un lac, aussi pour jouer un petit peu avec les feuillages en forêt, ça fait bouger les reflets un peu différemment. Donc voilà, c'est plutôt dans ces usages-là que je l'utilise. Et donc, pour continuer sur ces familles de filtres, donc on a vu les grandes catégories. Et maintenant, pour ce qui est des systèmes de fixation, Raphaël, qu'est-ce qui existe? Donc il y a le système circulaire qui se vise directement sur l'optique et il y a le système de porte-filtre qui donc est un système en plusieurs
plusieurs éléments qui vient se fixer sur l'optique, donc qui est adaptable selon les optiques avec différentes bagues d'adaptation, un système de porte-filtre et donc les filtres carrés ou rectangulaires à insérer dans le porte-filtre. Et toi, tu utilises quoi? J'utilise ce système-là, le porte-filtre. Et pourquoi, du coup? Parce qu'on se dit un filtre circulaire, une fois qu'il est mis, il est mis, quoi. Oui, mais ça permet d'en cumuler plusieurs à la fois. On peut utiliser le polarisant et plusieurs filtres de dégradés ou de filtres ND. Ça permet aussi, avec différentes bagues, de l'utiliser sur plusieurs optiques, là où il faudrait avoir chaque taille pour chaque objectif en parallèle. Et comme j'utilise différentes optiques de différents diamètres, c'est assez indispensable pour moi d'avoir qu'un seul système adaptable sur l'ensemble de mon parc optique. Et toi, Patrick, t'en penses quoi en tant que spécialiste et grand expert sur la question? Il vaut mieux investir dans un porte-filtre et avoir plusieurs types de verres ou alors acheter des filtres dédiés. Parce qu'il peut y avoir du vignettage aussi parfois dans certains cas, notamment sur les grands angles. Oui, alors justement, je voulais rebondir sur ce que disait Raphaël. Alors, effectivement, question budget, bon, faut pas s'éparpiller à avoir 50 millions de systèmes, mais il faut aussi voir un petit peu les systèmes qui existent et qui peuvent cohabiter. Et moi qui travaille beaucoup sur cette partie pour le magazine et qui voit un petit peu tout ce qui existe. Alors, le système de filtre, il est intéressant pour ce qu'expliquait Raphaël. Alors après, il faut bien choisir son système de porte-filtre pour plein de raisons. C'est pour ça que je suis content de voir le système de Coquin évoluer, parce que celui de Coquin replace enfin le polarisant à l'arrière du porte-filtre. Avant, il était devant. Beaucoup avaient adopté la position arrière, qui pour moi est mieux, pour pouvoir reglisser derrière dans le porte-filtre des filtres dégradés, des filtres neutres, de ce qu'on veut. C'est-à-dire que ça va être plus proche de la lentille de l'objectif, Ouais, c'est ça? exactement. Pour moi, je pense que le Pola, quand on utilise le Pola conjointement à d'autres filtres, alors pareil, il ne faut pas s'éparpiller à mettre 10 filtres. Je pense qu'un Pola est 2 dégradés ou un neutre et un dégradé. Je pense que c'est une limite un peu à ne pas trop dépasser. Après, il y a plein de systèmes qui existent. On parlait de filtres vissants. En fait, c'est pas non plus idiot selon ce qu'on utilise comme filtre. Si on utilise 2 ou 3 filtres vissants, on peut prendre le filtre vissant dans la plus grande des montures qu'on a et avoir, alors en version slim, évidemment le plus fin possible, et mettre une bague de conversion de monture pour pouvoir le monter sur ces différentes optiques. Ça, c'est économique. Ensuite, pour reprendre sur le point de vue pratique et utilisation sur le terrain, on a évoqué un peu tout à l'heure, que disait Raphaël, il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui. Alors pour les filtres vissants, il y a des marques aujourd'hui qui utilisent ce qu'on appelle une monture magnétique. Donc là, c'est une bague magnétique qui se fixe à l'avant de l'optique. Oui, j'ai vu ça, c'est Non, Manfrotto qui mais fait ça. là, il y en a plein. Il y a ça chez Benro notamment, non? Ou tu peux en Non, citer alors il y a quelques-uns? Kenko qui en a, il y a Kazé ou Kaz qui en fait. Donc ça, l'avantage, c'est on met une bague sur son objectif et on met son Pola, on met d'autres filtres qui peuvent venir se monter, ils se clipent et franchement, ça tient. Moi, j'ai essayé de secouer dans tous les sens, ça tombe pas. Ah, moi, j'avoue, Ensuite, comme ça, j'aurais pas confiance, franchement. non, alors franchement, au départ, Au-dessus d'une j'étais un chute, petit d'une peu... cascade Ouais, avec ton mais j'étais trépied, un peu là. rétif, mais pour l'avoir utilisé sur le terrain, ça tient. Donc ça, c'est pour ce qui est vissant. Maintenant, en porte-filtre, il existe aussi, chez HNY, ils ont un porte-filtre qui utilise, alors c'est pareil, des montures avec ces filtres, pour glisser les filtres, magnétiques. Ce sont des filtres qui se fixent de manière magnétique dans le porte-filtre. Il y a un polarisant placé à l'arrière, donc là vissé, on va dire, qui se tourne avec une molette, et on clip les filtres directement sur le porte-filtre. Là, pareil, au départ, j'ai regardé ça avec un petit peu d'angoisse, et j'ai eu beau secouer mon boîtier, le pencher, etc. J'ai été jusqu'à mettre 3 filtres les uns sur les autres, ça bronche pas. Donc ça, c'est aussi assez pratique et rapide à utiliser sur le terrain. Après, je pense que chacun voit midi à sa porte. Je voulais juste intervenir d'un point de vue pratique sur le terrain. Moi, en Islande, je travaille beaucoup avec des gants en hiver parce que le froid au niveau des mains, c'est assez difficile par moment. Et je trouve que le système du coup porte-filtre est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau-là, de ne pas avoir à dévisser avec des gros gants. C'est quand même de ce point de vue-là, on va dire qu'en termes de manipulation, il y a un côté un peu plus sécurisant, je trouve. Et comment ça se passe pour les super téléobjectifs qui ont des diamètres gigantesques en lentille frontale? J'ai rarement vu des filtres à très grand diamètre. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors déjà, pour les gros télés, effectivement, il n'y a pas de filtre à monter sur la lentille frontale. En général, il y a un logement à l'arrière du téléobjectif et ce sont des filtres qu'on insère.
Donc ça, en général, c'est des filtres qu'on commande chez le fabricant. En général, bon, je pense aux gros télé blancs de Canon ou aux gros télé noirs de Nikon, hein. Ce sont des filtres qu'on insère. Maintenant, tu évoquais alors pour les grosses montures, alors là, je pense au grand angle. Là, l'usage du porte-filtre, il est fondamental, je pense, et certains fabricants ont bien compris la chose en développant des porte-filtres vraiment spécifiques aux ultra grand angle et aux zoom grand angle aujourd'hui qui sont légion. Dont on peut pas enlever les pare-soleils souvent. Effectivement, voilà, C'est ça c'est-à-dire qui qu'une gêne. fois on a l'optique, on démonte plus rien. Donc là, ils ont développé des porte-filtres vraiment spéciaux. Leafilter a un porte-filtre, c'est le SW150. Nisi a un modèle 150 et 180. Coquin a un grand porte-filtre, c'est la série Z, si je me rappelle bien. Enfin, il existe plein de modèles de porte-filtres et donc de taille de filtre adaptés à l'usage de ces objectifs. Ok, bon bah voilà, on y voit déjà un peu plus clair dans cet écosystème du filtre. Je vous propose qu'on passe maintenant à la pratique et on commence par un incontournable de la photo de paysage, la pose longue. Nous avons eu la chance de discuter avec Marc Desmoulins qui est artisan photographe et ambassadeur Lee Filters. C'est un grand adepte de cet effet si particulier. Il nous explique comment il fait. On l'écoute. J'utilise depuis une bonne dizaine d'années sur un projet de photo typé au bord des cours d'eau, donc le fluvial, bord de mer et ainsi de suite. J'utilise les filtres Lee qui me permettent de lisser tout ce qui est en mouvement. Après, pour la pose longue, il suffit de mettre l'appareil sur pied, ce qui permet d'avoir des sensibilités assez courtes, souvent à 100 ISO. Et j'allonge mon temps de pause pour filer en fait tout ce qui bouge. Donc mes nuages font des nuages qui continuent. Mon eau devient lisse comme de la glace. Et puis tout ce qui ne bouge pas en fait est bien piqué, bien net, parce que les Lee filters sont hyper équilibrés sur les couleurs. Mes diaphes à utiliser sont au-dessus de 8 largement. Moi, j'utilise à 22 et le temps de pause est allongé jusqu'à 30 secondes. Donc, pour pouvoir en fait allonger un temps de pause à 30 secondes, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, on est un peu embêté. Donc, on utilise un filtre 10 stop qui vous descend à peu près d'une bonne dizaine de valeurs. Et là, mon temps de pause, il monte à 30 secondes. Ce qu'il faut, c'est, on a un porte-filtre chez Lee qui est amovible. Déjà, vous avez le filtre dégradé, ça on le met pas. Et puis, pour pouvoir faire la pause, en fait, il suffit de débrayer l'autofocus. Alors moi, je fais ma mise au point au préalable. Le temps de pause, ça se fait un peu à l'habitude. Donc 22, 30 secondes pour une belle lumière en extérieur. Après, on a le numérique. Donc le numérique permet quand même de voir tout de suite ce qui se passe. Et je mets mon filtre effectivement en dernier parce que l'autofocus, lui, il voit plus. Donc il peut plus faire la mise au point. Donc on est obligé de débrayer. Donc ça, c'est pas compliqué. Sur le paysage, on travaille souvent à l'infini, à moins qu'on ait des premiers plans. Puis après, évidemment, quand on voit plus rien, on met le filtre et puis on pose. Chez Lee Filter, vous avez un porte-filtre. Vous avez des petites bagues selon le diamètre de votre optique, un 9ND, un 10 stop, et puis vous pouvez faire de très jolies images avec ce kit-là. Alors ça, c'est vraiment un effet qui est un peu un incontournable, un passage obligé quand on fait de la photographie de paysage. On voit que sur des très longs temps de pause, faut utiliser des filtres de densité homogène très forts, que c'est un petit peu technique, trépied, faire la mise au point avant, mettre le filtre à la fin. Mais voilà, ça permet vraiment de réaliser des photos un peu hors normes qu'on pourrait très difficilement reproduire en post-production. Essayons maintenant de se projeter dans un autre cas de figure. Et Raphaël, tu vas essayer de nous expliquer un peu comment est-ce que tu aborderais un sujet comme ça avec les filtres. Tu es en Islande, tu as un magnifique coucher de soleil avec des nuages, des couleurs extraordinaires dans le ciel et toujours une lumière sur ton premier plan, sur la zone de terre. Comment tu aborderais ce cas de figure-là, pas à pas? Dans ce contexte-là, j'utiliserai principalement un dégradé pour être sûr de pouvoir garder un premier plan suffisamment éclairé pour peut-être récupérer des reflets de soleil dans les herbes ou sur des roches, et tout en gardant quand même un gros contraste sur les dégradés de couleurs que le ciel va pouvoir offrir pour éviter tout de même la surexposition.
L'intérêt d'un dégradé avec un système de porte-filtre, c'est qu'on peut le paramétrer et venir le Absolument. positionner un peu. Alors, soit on le tourne, ou on peut le mettre plus ou moins haut. Du coup, toi, tu mets entre guillemets la frontière du dégradé à l'horizon ou pas forcément? Pas forcément, ça dépend un peu comment se présente le paysage. Peut-être que dans le lointain, il va aussi y avoir la mer qui va rentrer dans les détails. Donc je dirais que c'est assez unique à la scène finalement. Donc il faut jouer avec, c'est l'avantage aussi. Ça se tourne dans tous les sens, ça se déplace, ça se replace. On peut utiliser un filtre dégradé plus ou moins fort. Et je pense que c'est aussi l'avantage de ces kits-là, c'est qu'on peut vraiment jouer avec et obtenir des rendus aussi différents que les filtres sont différents en eux-mêmes. Patrick, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret de l'utilisation d'un filtre polarisant et nous expliquer un peu comment on le règle? Parce que voilà, tout le monde a bien compris que ça se tournait, que selon comment on le tourne, bah, ça fait pas la même chose. Mais moi, personnellement, j'ai jamais compris vraiment ce qui se passait là-dedans. Et pourquoi on parle de polarisant circulaire d'ailleurs? Alors, en fait, effectivement, historiquement, avant que le polarisant circulaire existe, alors c'est pas parce qu'il est rond, hein, ça n'a absolument rien à voir avec la forme du filtre. C'est simplement qu'à l'origine du polarisant, on avait ce qu'on appelait des polarisants linéaires. Sauf que la polarisation des filtres, des polarisants linéaires, c'est venu interférer sur certains petits capteurs des boîtiers, sur les systèmes AF des appareils modernes. Et donc, on adopte aujourd'hui ce qu'on appelle la polarisation circulaire. Alors, le principe de la polarisation reste, on va dire, le même au niveau du rendu. C'est juste, on va dire, la technique de polarisation utilisée qui diffère. Pour répondre à ce que demandait Arthur en termes d'effet de polarisation, alors déjà, j'insiste sur une chose qu'on n'a pas trop évoquée au début, mais dont on a parlé au niveau des ultra grands angles. Alors, il faut faire très très attention quand on polarise avec un ultra grand angle, parce qu'on a tendance avec les très 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 larges focales à avoir un champ couvert qui est beaucoup plus large des fois que celui que va polariser le polarisant. Donc on va avoir une partie de l'image qui va être ultra bien polarisée et ça va faire un dégradé plus clair vers un bord ou l'autre de l'image. Donc ça, il faut faire très très attention. Ensuite, le dosage du polarisant. Alors, il y a différents adeptes. Moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à utiliser le Pola en prod, alors ça remonte au temps de l'argentique, à l'époque où Fuji venait de lancer la Velvia. La Velvia, c'était un film à 50 ISO qui saturait déjà naturellement les couleurs. Pour gagner un peu de saturation, on avait tendance à le sous-exposer d'un petit tiers ou deux tiers de diaph des fois. Et quand on rajoutait un coup de Pola là-dessus, moi je me rappelle de photos faites en haute montagne, avec une saturation au maximum. On n'avait plus des ciels bleus, mais des ciels pratiquement noirs. Donc il faut savoir, je dirais, doser la polarisation. Il ne faut pas forcément mettre à fond. Il faut regarder, justement, le polarisant permet à l'œil dans le viseur ou en live view. Surtout le viseur électronique, c'est l'énorme atout de l'hybride du coup. Ça permet de voir ce qu'on dose. Et à l'œil de se dire, bah voilà, là je suis bien, j'ai un bon équilibre, j'ai une jolie saturation de mes bleus ou de mes feuillages verts, hein, ou des rouges, hein, tout dépend de ce qu'on est en train de photographier. Mais je pense que comme tout, faut pas sombrer dans l'excès. On n'est pas, comme je dis encore une fois avec un polarisant, dans l'usage du filtre pour le filtre. C'est parce qu'on veut obtenir un rendu particulier en faisant péter certaines couleurs. Je dis vraiment péter parce que c'est le terme. Ça fait claquer certaines couleurs. Alors ça, c'est sur un aspect, on va dire, graphique, un aspect des couleurs. Ensuite, il y a un aspect plus technique qui est bien connu aussi, c'est l'élimination des reflets. Donc l'élimination des reflets, si on va photographier une vitrine, bah, déjà pour éviter de se voir dedans, on va polariser. Donc là, il faut essayer d'arriver à doser le pola au maximum pour éliminer le reflet. Ça peut être une voiture, ça peut être des reflets sur du métal ou des choses comme ça. Donc là, on peut sortir du cadre de l'extérieur. En studio, on peut utiliser un polarisant pour éliminer certains reflets. Raphaël, si tu devais conseiller à quelqu'un qui a envie justement de s'essayer un peu à l'utilisation des filtres sur de la photo de paysage, un petit kit, tu lui conseillerais quoi? Alors, un petit kit, bah, le petit essentiel de base, un polarisant, malgré tout, ça reste c'est effectivement assez indispensable dans l'utilisation de la photo de paysage. Un dégradé, je trouve que de manière générale, si on prend un entre-deux dans ce qui est offert sur le marché, ça permet de couvrir en général relativement un grand nombre de scènes. Et un filtre ND, pas le Big Stopper, mais quelque chose de plus intermédiaire pour aussi s'amuser un petit peu sur les rivières, les cascades, les nuages par jour de grand vent.
Il faut bien faire attention au diamètre de ces optiques quand on choisit un kit, justement, parce que si on a des optiques avec un diamètre de 82 mm, ce ne sera pas forcément le même système qu'une optique avec un diamètre de 67 mm. Comme on en voit beaucoup sur les hybrides, tous les Tamron DI3 ont des diamètres de 67 mm. Ils Donc, sont homogènes il faut être là-dessus. très vigilant sur la taille des verres aussi. Après, je pense qu'il faut aussi analyser un petit peu le style photographique qu'on fait et analyser finalement les manques qu'on a quand on est sur le terrain. Ça sert à rien de tout acheter si on va n'utiliser finalement que le polarisant. Tu parlais effectivement des couvertures par rapport aux optiques qu'on a. Alors, les kits en général, hein, les kits de base qui sont vendus par les fabricants, non seulement ils sont vendus avec un kit de filtre un petit peu comme expliquait Raphaël, hein, on va dire un pola et un ou deux dégradés et un neutre qui couvrent déjà, on va dire, les besoins les plus courants en matière de photos de paysage. Mais en même temps, tous ces porte-filtres sont livrés avec un kit de bague. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une bague. Oui. Hein, en général, on va retrouver un triplet classique qui est 82, 72 et 77 mm. Et tu en as certains qu'on vend plus. Moi, j'ai un système IRIX, par exemple, où ça descend jusqu'au 67. Donc là, on couvre pas mal de besoins. Ce qui est surtout très, très important à réfléchir quand on va investir sur un système de filtre, c'est le type de filtre, d'optique qu'on utilise le plus souvent, notamment en matière de grand angle. Ça va conditionner le type de porte-filtre et la taille des filtres, notamment pour le porte-filtre. Après, pour les vissants, plus c'est grand, mieux on se porte, et à ce moment-là, on a des bagues d'adaptation. Voilà. Merci Patrick, Raphaël. On y voit déjà un petit peu plus clair dans cet univers des filtres qui peut sembler un peu compliqué pour un photographe débutant ou même passionné. Pour conclure, moi je dirais quand même que pour avoir utilisé de temps en temps des filtres en photo de paysage, ça permet vraiment de faire des images qui sortent du commun. Après, je pense qu'il ne faut pas se forcer à utiliser systématiquement des filtres, mais dans certains cas de figure, et principalement sur des sujets très contrastés, ça permet vraiment de réaliser des images qu'on ne serait pas capable de réaliser simplement avec un appareil photo. C'est-à-dire que virtuellement, on décuple la dynamique de capture de son appareil, et pour ça, c'est vraiment chouette.